Au-delà des passions politiques et de la conjoncture sécuritaire, le Mali, c'est aussi et surtout l'histoire d'hommes et de femmes qui osent, qui créent et qui résistent. Acteurs économiques, sociaux ou culturels, jeunes ou adultes, alphabétisés ou non instruits venant de tous les horizons, ces hommes et femmes font et portent le Mali. Dans ce magazine Médine, consacré aux grands acteurs du développement, nous racontons leur histoire. Dans ce numéro, nous parlons essentiellement d'économie, notamment des enjeux économiques du retour du chemin de fer. Alors, Kébé, est-il judicieux dans le contexte actuel de consacrer une émission uniquement à cette question? Oui, parce que la question est d'actualité. On a suivi avec beaucoup d'entrain la grève qu'il y a eu avec les cheminots ici au Mali. On sait que cette grève a tendance à persister un tout petit peu. C'est aussi d'actualité, d'autant plus qu'au niveau de nos magazines de la Révolution de l'information, nous avions consacré une large part de couverture à cette question-là. Khalid, effectivement, dans l'avant-dernier numéro de la revue Leaders, vous y avez consacré un dossier. Quelle est la quintessence de ce dossier? Dans ce dossier, nous essayons de faire ressortir un certain nombre de choses. La première des choses qui est importante et qui nous semble être primordiale, c'est d'abord l'importance que représentent les chemins de fer dans la dynamique économique d'un pays. Mais également, nous parlons effectivement du déficit d'idéologie qui existe aujourd'hui dans la gestion politique de ce pays vis-à-vis du secteur du transport. Enfin, nous parlons un peu de ces populations. C'est 13 communes qui séparent Bamako à Kaye, c'est 3 millions d'habitants qui 3 vivent... millions d'habitants, excusez-moi de vous interrompre, dont des cheminots qui souffrent le martyre. Quelques mois après la première sortie du ministre Ly pour mettre fin à une longue période de grève des cheminots, les actions concrètes tardent à voir le jour. Pire, la situation des cheminots semble s'empirer. Le ministre et les cheminots grévistes du Mali ont signé un contrat de confiance. De mai à septembre, le ministre il ne nous a jamais promis qu'il va nous faire ça et ça. Il a dit qu'il n'est pas un ministre de promesses, mais il est un ministre d'action. Mais très sincèrement, pendant les 5 mois de M. Abdoul, la confiance y est, mais les actions tardent à venir. Les actions tardent à venir comment? Au moment où on le nommait, les cheminots étaient à 4 mois de salaire non payé. Aujourd'hui, nous sommes à 9 mois. Et nous sommes des chefs de famille. Nous sommes à une semaine de l'ouverture des classes. Nous sommes dans une situation de détresse très avancée dans notre propre pays. Et nous voulons que les actions du ministre soient concrètes. La réhabilitation de cette voie ferrée permettra le renforcement de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Elle favorisera la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des hommes. Elle consolidera aussi les économies et soutiendra le processus de développement. Ce que nous sollicitons aujourd'hui avec l'État du Mali, c'est de payer les arriérés des salaires des cheminots du Mali, conformément à leur engagement signé par les États du Mali et du Sénégal, et que nos homologues du Sénégal perçoivent leur salaire régulièrement, et que ceux du Mali sont en retard de 9 mois. C'est inexplicable, juridiquement et socialement. Nous n'avons pas d'explication à donner à ce comportement des uns et des autres. Le train, pour le cas du Mali, il est social, il est culturel, il est économique. Social en ce sens qu'il a permis, en tout cas, de créer des villes. Il a permis de tisser des liens entre les villages. Il a relié, il a créé l'histoire entre les villages. Il est culturel parce que toute personne qui parle d'histoire parle de culture. C'est la volonté politique qui a concédé le chemin de fer. La volonté politique a repris le chemin de fer. La volonté politique s'est engagée de sauvegarder les emplois des cheminots et d'assurer leur salaire jusqu'à ce que le schéma institutionnel aboutisse à un nouveau acquéreur. Approchés par nos soins afin de savoir les actions concrètes entreprises pour relancer le chemin de fer, les services du ministère des Transports et de la Mobilité n'ont pas manqué de nous rappeler
que les actions du département se veulent orientées vers l'action pour justifier le manque de solutions. Tout de même, ils assurent que les efforts du ministre sont déployés pour la relance du chemin de fer au plus tard le 1er mars 2020. De retour sur le plateau et nous faisons réagir directement Khalid qui était dans la même dynamique. Oui, voilà, comme on vient de le constater, ça fait quand même 495 cheminots qui vivent de ce secteur-là. Au-delà de cela, quand on prend le salaire de ces 495 cheminots, ça fait 165 millions par mois. Ils disent qu'ils sont entre 4 et 9 mois. Vous multipliez 165 millions par 8 ou 9, vous vous retrouvez avec plus de 3 milliards de francs CFA. Pour un État qui a un budget de 2410 milliards, 400 millions de francs CFA, moi je me pose la question, est-ce que quelque part il n'y a pas un problème de volonté? Est-ce que quelque part il n'y a pas un problème de stratégie politique? Est-ce que l'État, au sommet de l'État, on s'y prend bien? 3 milliards, c'est une goutte d'eau dans un budget voté de 2410 milliards. Au-delà de cela, moi je pense que la question nous interpelle. Ça nous interpelle au niveau du circuit économique. Quand on prend l'économie de n'importe quel pays au monde, vous allez retrouver ces 3 secteurs. Il y a d'abord le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Chaque secteur a un rôle spécifique. Le primaire produit les matières premières, le secondaire, à travers l'industrie, transforme ces matières premières-là, et justement le secteur tertiaire achemine à travers le transport et la communication ces produits qui ont été transformés. Aujourd'hui, le lien avec notre économie, c'est quoi? C'est que plus les commerçants, plus les vendeurs ont du mal à acheminer leurs produits, plus le coût de transport devient conséquent. Quand le coût de transport devient conséquent, vous en conviendrez avec moi qu'un vendeur, il est mené par justement ce qu'on appelle la recherche du profit. Il va vouloir reporter ce coût de transport sur les prix. Ce qui fait que c'est les consommateurs de ces différentes localités-là qui vont se découvrir dans la nécessité de voir leur pouvoir d'achat baisser. Une baisse de pouvoir d'achat est une source de crispation sociale. Khalid qui veut directement nous envoyer sur les enjeux économiques du retour du chemin de fer. Nous n'allons pas tomber dans son jeu pour permettre aux téléspectateurs de bien digérer déjà ce qui est en train de se dire. Kébé, réaction sur la dimension communication, la dimension crise de confiance susceptible de venir si cette situation n'est pas prise à bras le corps. La crise de confiance, comme l'a dit le représentant des syndicats, peut se justifier. Mais avant ça, il faut reconnaître que le ministre a eu l'intelligence, quand il commençait son action, d'aller les voir et donc d'installer cette confiance-là par une action de communication. On a dit dans plusieurs de nos émissions que la communication doit justement s'accompagner d'action. Et le ministre a promis être un homme d'action. Malheureusement, c'est tellement qu'au niveau de la gouvernance de la chose collective, l'envie ne répond pas toujours aux priorités ou l'envie ne correspond pas toujours aux réalités du terrain. Mais ce que moi je vais ajouter, c'est de dire qu'au niveau de la communication institutionnelle, je ne dirais pas que c'est une erreur, mais il faut savoir, quand on fait des promesses avec une communication, il faut savoir les tenir, sinon autrement, c'est un couteau à double tranchant qui vous revient très rapidement dans la face. Alors, à défaut de tenir les promesses, il faut aussi souvent avoir le réflexe de communiquer sur les difficultés parce que ça a été dit dans le reportage, dans une situation initiale de 4 mois d'arriéré, nous en sommes aujourd'hui à 9. Quelque part, si les problèmes ne sont pas expliqués, ça peut créer un problème. Je rigole parce que c'est une des critiques qui est faite très régulièrement à l'État malien et puis à d'autres gouvernements dans la sous-région. On communique quand c'est bon et quand il y a quelques difficultés, on tarde à communiquer. Et ce qui fait que nous sommes dans une communication à réaction. Malheureusement, la communication à réaction est une communication qui ne se comprend pas assez tôt et quand elle doit se comprendre, ça trouvera qu'il y a eu certainement d'autres actions qui ne sont pas de l'ordre de la communication. Je pense que oui, s'il y a des difficultés quelconques, il faut avoir ce réflexe-là de dire que nous sommes en train de travailler, que nous avons telle et telle difficulté. Je peux comprendre qu'au niveau de la chose étatique, il y ait un certain nombre de détails qu'on ne peut pas dévoiler, mais au moins c'est de faire savoir qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Je le dis parce que c'est très important. Notre responsabilité aussi est d'amener nos gouvernants à intégrer le réflexe anticipation dans leur communication, justement parce que le journaliste qui travaillait sur ce reportage a approché les services techniques du département qui n'ont pas donné les éléments d'information. Parce que quelque part, en retenant l'information, est-ce qu'on ne crée pas la désinformation? Je ne pense pas qu'on crée la désinformation.
peut-être qu'il y aura une mésinformation, mais pas de désinformation. Par contre, je peux comprendre aussi au niveau des structures. Nous avons une structure ministérielle, et c'est le cas pratiquement dans tous les ministères, où pour l'instant la communication n'est pas intégrée comme une fonction. Pour l'instant. Nous avons une structure où dans les ministères, on ne sait pas qui doit prendre la parole en dehors du ministre. Et on ne sait pas qui donne l'autorisation de prendre la parole en dehors du ministre. Donc ce qui fait que le chargé de communication, qui pour moi est naturellement le porte-parole d'un département, ne peut pas s'exprimer. Les techniciens auront peur de s'exprimer en se disant si je dis quelque chose de travers, ça peut nous retomber dessus. Et cette crainte aussi est justifiée par le fait que les gens ne sont pas formés à prendre la parole en public. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire. Le ministère, je peux comprendre, ils sont dans une logique de ne pas dire ce qui ne devrait pas être dit, mais il faudrait avoir, dans ce cas, en interne, ce qu'on va appeler des éléments de langage préparés, mis à la disposition de tout le monde, pour que, quel que soit le journaliste qui vous approche, on puisse déjà sortir ces éléments de langage-là et que derrière le travail se fasse pour que les populations sachent que le gouvernement est en train de travailler. Merci Kébé. Khalid, la dimension économique est fondamentalement la plus visible de cette crise du ferroviaire, mais c'est aussi d'abord et avant tout une crise sociale, sociologique. Absolument. L'économie est une science sociale qui relève justement de la société. Sa définition, c'est comment gérer les ressources qui sont limitées à la satisfaction des besoins qui sont illimités des populations que nous sommes. Aujourd'hui, parler de l'économie, parler de la situation des cheminots, parler de l'enjeu que représente le retour du chemin de fer, nous renvoie effectivement à une dimension, à cette dimension sociale ou sociologique, si on voulait, par extension. Mais la question que je retiens encore une fois, c'est cette relation entre la distance géographique, 1, 2, la relation entre la distance géographique et justement la taille des économies, et 3, cette corrélation de ces deux éléments-là avec ce qu'on appelle justement l'efficacité des services publics. Quand on se questionne aujourd'hui sur la problématique, on se rend compte que au-delà du ferroviaire, c'est le secteur, le service public du transport qui, pas un problème de vision, mais un problème de stratégie dans l'action. Peut-être que la vision, elle est pensée quelque part, mais sur le plan, dans l'action, on ne voit pas beaucoup de choses. La preuve, c'est que vous avez la révolte de Maïna en 2017 qui a été une grande crise sociale qui a secoué toute la région de Caïn. Une année après, en 2018, les Catisiens ont exprimé allusion aux populations de Kati. Aux populations de Kati ont exprimé leur frustration à travers ce qu'on appelle le goudron. Il y a juste un mois, on a le mouvement de Caïn, le mouvement de Kati. Ça s'est généralisé, Tombouctou, on est parti vers Gao, on est parti vers justement Boukouni. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que quelque part, la gestion de ces crises-là pose problème parce qu'on attend. Quand il y a des révoltes qui commencent à se faire sentir, il n'y a pas tout de suite des réactions qu'il faut. On joue au sourd oreille, on fait comme si ça va se tasser et on voit qu'il y a un comportement de mimétisme. Donc, comme vous l'aviez dit, si on ne fait pas attention, on va se rencontrer, on va se retrouver dans une situation où la crise qui est là va être partagée par toute la population du Mali. Ça va être une crise sociale de façon générale. Et cela, ça porte un coup sur les investissements parce qu'il faut le dire, l'investissement a horreur du vide, l'investissement a horreur de l'incertitude. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce qui se passe au centre, si ces problèmes de crise sociale encore viennent s'ajouter, ça interpelle ceux qui veulent investir dans nos pays. Donc, il faudrait faire attention à cette situation et réagir très vite par des mesures, mais vraiment concrètes. La crise ferroviaire, Kébé, une crise identitaire? Je ne suis pas d'accord. Pas forcément une crise identitaire parce que, comme on a dit, il y a cette dimension sociale, culturelle. Je pense qu'encore aujourd'hui, on s'identifie au train sur tout ce trajet-là. Donc, ce n'est pas pour moi une crise identitaire. Seulement, si on y prend garde, si le train disparaît définitivement, là, on pourra parler de crise identitaire. Et la première des choses, c'est qu'on va arrêter d'appeler la région des Cailles la région des rails. Ça, ce sera malheureux. Donc, c'est de travailler ensemble, que ce soit avec les syndicats, les cheminots, avec l'État, avec nous aussi, parce qu'il faut qu'on contribue à régler cette situation-là, en faisant savoir que le train ne peut pas disparaître. Il l'a dit, et je pense qu'il va revenir là-dessus, le train traverse un certain nombre de communes. C'est une activité économique très intéressante, mais derrière, le train peut permettre ou servir de palliatif à tous ces problèmes de route qui ont été soulignés tout de suite. Donc, c'est de voir dans quel engrenage on peut travailler pour que la reprise du train puisse permettre aussi à l'État de souffler au niveau des problèmes qui existent sur les questions de route. Alors justement, quand on regarde de près cette question,
on a l'impression que c'est seulement l'apanage de l'État, alors que quelque part, dans une situation de ce genre, il faut une mobilisation à tous les niveaux. Quand on prend aujourd'hui les médias, les réseaux sociaux, en dehors de Mamadi Dramé, dont nous saluons les efforts, dont nous saluons le combat, on n'entend aucune voix porter cette question. Est-ce que quelque part, la problématique du chemin de fer n'est pas en train de devenir le seul problème de la région de Caille? Oui et non. Peut-être une affaire de Caille, parce que Caille est un peu plus concerné que toutes les autres régions, malheureusement. Mais aujourd'hui, je pense que le problème est économique. Et comme il l'a dit, si on développe cette économie des rails, on doit pouvoir voir les impacts sur les autres secteurs de l'économie. Mais ce que je veux ajouter, c'est que ce travail-là, quand il va se faire, vous avez salué le travail d'un activiste qui est beaucoup mobilisé sur cette question. Il ne peut pas à lui seul faire changer ou faire bouger les choses. Tout comme moi, je suis convaincu que l'État à lui seul ne peut pas régler cette problématique-là. Donc à partir de là, qu'est-ce que nous autres, nous pouvons faire? Et les cheminots l'ont compris parce que quand ils ont commencé leur grève, avant la grève, c'était bien sûr des échanges avec l'État, c'était des négociations avec l'État. La grève était un élément aussi de communication pour rallier à eux l'opinion nationale. Alors, c'est important de le mentionner, le ministère en charge des Transports, le ministère des Transports en charge de cette question est le ministère le plus instable dans l'architecture gouvernementale. En moins de 3 ans, 4 ministres. Est-ce que face à une telle instabilité institutionnelle, il ne faudrait pas que les parlementaires, que les médias, les chercheurs, les économistes, les sociologues et d'autres acteurs puissent se mobiliser pour faire avancer les choses? La sphère de décision reste quand même la dernière sphère à laquelle il faut s'adresser, quelles que soient toutes les mobilisations que nous pouvons faire. Donc, tant que cette instabilité va rester, je suis convaincu que les problèmes ne se résoudront pas en un coup de baguette magique. Non, quelles sont les réflexions que nous pouvons mener ensemble pour faire des propositions? Ces propositions vont aller au-delà certainement, j'ai envie de dire, de simples remaniements ministériels, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus constitutionnel, voir au niveau de notre constitution qu'est-ce que nous pouvons intégrer pour qu'il y ait une forme de stabilité dans la gestion de l'État. Alors, Kébé, Khalid aime bien évoquer les questions relatives aux enjeux économiques du retour du chemin de fer. Nous allons lui offrir un reportage qui lui permettra d'avoir assez d'éléments pour revenir sur les enjeux économiques du retour du chemin de fer. Reportage. La crise du secteur ferroviaire est un véritable gâchis pour l'économie. Aujourd'hui, les enjeux économiques du retour du chemin de fer se placent dans un triple contexte de perte de l'économie, de conception d'une nouvelle idéologie en termes de politique publique, de transport ferroviaire et de développement de la culture économique dans la sphère politico-étatique. Parce que quand on essaie de voir une rame qui est une locomotive plus des wagons, peut aller jusqu'à 40 wagons. Et si un seul wagon est estimé à 45 tonnes, une rame peut transporter en aller seulement 40 wagons multipliés par 45, qui fait 1600 tonnes. 1600 tonnes multipliées par 2 en aller-retour, ça fait à les ordres de 3200 tonnes. 3200 tonnes multipliées par 2 encore, ça fait à peu près 6400 tonnes. Ça, c'est uniquement si on arrive à avoir 2 marchandises par semaine entre Bamako et Dakar. Au-delà du poids, qui peut être un palliatif à la route, le train, aujourd'hui, permet en tout cas de créer une forme de stabilité en termes de transport et de sécurité. Autrement dit, quand un wagon est scellé au port de Dakar, il n'est pratiquement ouvert qu'à Bamako. Rapide et moins coûteux pour les uns, véritable ascenseur social pour les autres, le train reste pour les habitants du rail un moyen de transport à préserver. Cependant, avec l'irruption du train, au-delà de l'inflation des prix des produits alimentaires, la région des Cailles fait face à de nombreux problèmes dans la prolifération de l'orpaillage illégal qui est estimé autour de 10 à 36 tonnes avec plus d'1 million d'orpailleurs répartis sur les 350 sites. Vous savez que le chemin de fer, les trains, passent par 33 communes. Et toutes ces communes, économiquement, sont basées sur ce qui se passe dans les gares. Je vais juste vous donner un exemple. En gare de Kita, par exemple,
chaque fois qu'il y a un train qui arrive, c'est la ruée vers la gare où les femmes vont vendre et acheter des produits. C'est un plus économique pour ces contrées. Et aujourd'hui, tout ça s'est arrêté. C'est la désolation totale dans ces villes et villages riverains des rails. Le brassage, il est là. Il n'y a plus ce brassage. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les jeunes de cette région s'adonnent à la mer pour aller chercher le bonheur en Occident, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail à faire chez eux. L'arrêt du train est la cause. Parce que si le train était là, les produits de culture, les produits fabriqués localement sur place sont tout de suite consommés par les voyageurs. Même le fait de ne pas payer 495 cheminots, c'est un manque à gagner pour la consommation économique de notre pays. Pour le moment, les activités principales dans les 36 gares de ce chemin de fer sont à l'abandon. Les différentes haltes du train rythment la vie des populations à longueur de la journée. Aujourd'hui, plus que jamais, Caille, la cité des rails, dont le développement économique dépend du train, attend sa relance pour la reprise de l'économie locale. De retour sur le plateau et de plein pied dans le bois sacré de Khalid. Il est important effectivement de rappeler que cette question est avant tout une question stratégique pour l'État, ou ça doit être une question stratégique pour l'État. Il y a un économiste français du XXe siècle, du nom de Maurice Allais, qui a même eu un prix Nobel pour ses travaux en la matière en 1988. Lui, il a théorisé une chose qu'on appelle la théorie du rendement social ou de l'efficacité maximale. Il démontre la chose suivante, que l'efficacité dans la pratique ou dans la distribution des services publics, et en particulier dans le secteur du transport, peut amener un certain optimum. En économie, l'optimum, c'est une sorte d'équilibre où tous les agents se sentent dans une situation confortable. Vous allez me dire, mais c'est une situation idéale, théorique. Mais dans la pratique, on peut effectivement s'approcher par approximation de cette situation. Comment? En ayant justement conscience qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne doit pas privatiser dans un État, notamment le secteur ferroviaire. L'une de nos erreurs les plus graves sous nos au Mali ici, ça a été justement le fait de, si vous voulez privatiser ce secteur-là en 2003. Si vous prenez le train, l'inauguration c'est en 1924. Si vous prenez 1924, malgré la grande grève du chemin de fer en 1947, avec les autres grèves qui ont suivi, jusqu'en 2003, l'État quand même parvenait, si vous voulez, à maintenir une certaine comptabilité saine au sein de cette société-là. En 1991, si vous remontez à la révolution de 91, vous allez vous rendre compte que les cheminots ont joué un rôle assez intéressant dans cette histoire-là, notamment dans la distribution des ressources. L'argent issu de ce secteur-là permettait non seulement de payer les cheminots eux-mêmes, mais aussi de prendre en charge, si vous voulez, les fonctionnaires d'autres secteurs. Donc, tout est une question de gestion, tout est une question de stratégie. Peut-être pas dans la vision, ça serait un peu prétentieux de dire qu'ils n'ont pas de vision en la matière, mais dans la stratégie, dans la pratique. En tout cas, il y a une vision, qui est inscrite, bien entendu, dans la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et de désenclavement. Une politique dans laquelle la question du chemin de fer a été bien déterminée et les solutions sont contenues. Mais un autre aspect très important, Khalid, c'est qu'il n'y a pas eu de privatisation en tant que telle. Dakar-Bamako Ferroviaire est une institution qui permettait aux deux États de pouvoir avoir toujours un pied dans la gestion de cette question. Et récemment, il y a eu la Société du patrimoine ferroviaire qui a été créée par l'État, mais qui peine aujourd'hui à s'opérationnaliser. Ça veut dire que quelque part, l'État est conscient du fait qu'il ne faut pas privatiser le secteur du chemin de fer, mais qu'à cela ne tienne, les résultats tardent. Très bien, il n'existe rien hors contexte. 2003, ce n'était pas Dakar-Bamako Ferroviaire, c'était Transrail. Transrail est une société justement privée. 2016, oui, effectivement, c'est Dakar-Bamako Ferroviaire. C'est à la suite du fait que Transrail a voulu justement se retirer suite à un certain nombre de problèmes internes mais aussi externes. Donc l'État a été, pas par bon vouloir, mais a été forcé de prendre justement ou de récupérer ce secteur-là. Parce qu'en 2003, c'était
carrément justement une privatisation. En 2016, effectivement, ils sont revenus le 7 mars pour justement reprendre le secteur en main. Mais de 2016 à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? De 2016 à maintenant, il y a eu, comme vous l'aviez dit, une instabilité politique au niveau du poste en question du ministre de Transport. Cela voudra dire qu'il y a une corrélation entre l'instabilité institutionnelle et la stabilité économique. Cela a été démontré justement par Douglas North, un économiste américain, qui fait le lien justement entre l'efficacité de l'institution et la croissance économique. Cette question aujourd'hui, il n'est pas que lié justement au secteur du transport. Vous partez par exemple dans le secteur militaire, il y a des scandales aujourd'hui. Attention, on a décidé de consacrer cette soirée exclusivement au chemin de fer. Très bien, c'est pour vous dire que l'économie aussi, on procède par une démarche systémique, holistique. On ne peut pas dire qu'on discute l'économie, parce que quand on va essayer de faire le lien entre les choses, vous allez voir que les impacts sont liés justement les uns aux autres. Donc oui, aujourd'hui, il est clair qu'on doit se poser des véritables questions sur la conception même d'une idéologie de l'économie ferroviaire. Absolument. Comment pas dans la pratique, mais s'approcher dans la pratique d'un rendement, si vous voulez, social efficace, d'un optimum social qui puisse peut-être permettre aux acteurs du secteur de se sentir un peu dans une situation, si vous voulez, de bien-être, de confort. Il va sans dire à Québec que nous sommes aujourd'hui dans une crise ferroviaire. Est-ce qu'on peut envisager un plan de communication, une stratégie de communication pour absorber quelque part cette crise? Oui, je pense que le ministère a travaillé certainement à cette stratégie-là. Le ministère, au-delà du ministère, tout le gouvernement, parce qu'on va se rappeler encore une fois que quand la grève était à son point le plus culminant, le plus chaud, il y avait le ministre porte-parole du gouvernement qui montait souvent au créneau pour rassurer, pour dire que l'État était en train de travailler. Maintenant, comment est-ce que cette stratégie va se mettre en place? Elle ne peut pas se faire, sans la réalité de l'action, et deux, sans dialogue. Donc, dans ce dialogue-là, il y a un acteur qui est invisible, mais qui est très important. C'est celui de l'opinion publique. Quand la grève a commencé, pour un petit rappel, les cheminots ont fait quelques jours en train de gréver sans que qui que ce soit ne puisse s'en émouvoir. Il a fallu que quelques articles par-ci par-là commencent à tomber sur leur situation, sur la précarité de leur situation, que l'opinion publique a commencé à s'y intéresser. Et malheureusement, quand il y a eu des décès de cheminots dans le contexte de la grève de la faim, l'opinion publique est montée d'un bond au créneau pour dire qu'il faut que ça s'arrête. Et c'est en ce moment que justement l'État a commencé à prendre, je pense, quelques dispositions ou à donner quelques éléments de réponse à la fois aux cheminots et à l'opinion publique. Parce que dans toute crise sociale, dans toute guerre, l'opinion publique est le premier élément à avoir avec soi. Absolument. Donc comment capter cette attention de l'opinion publique, comment capter cette confiance de l'opinion publique? La communication a certainement un gros rôle à jouer. L'État a un avantage que les cheminots n'ont pas. C'est celui de l'appareil étatique de la communication. Donc, voir comment est-ce qu'il faut mettre cet appareil-là à disposition et le rendre le plus optimal possible pour que l'État puisse donner des éléments de confiance aux populations et aux cheminots et aux grévistes. Khalid, on termine avec vous. Quelle alternative aujourd'hui pour faciliter le retour du chemin de fer? D'abord, une prise de conscience au niveau des cheminots eux-mêmes. On en est arrivé là aujourd'hui parce que quelque part la gestion interne a failli. Quelque part parce que les acteurs qui sont les cheminots n'ont pas fait effectivement le boulot correctement. Donc il est clair qu'aujourd'hui ils doivent se remettre en question pour que lorsqu'ils vont avoir une seconde chance de voir le train rouler, de s'approprier de cette histoire-là et de faire en sorte qu'il puisse y avoir une gestion saine à l'intérieur. Deuxièmement, il faudrait effectivement redéfinir un certain nombre de politiques stratégiques. La tarification aujourd'hui du chemin de fer ne répond à aucun critère justement économique de rendement. Quand tu travailles en économie, il y a une théorie qu'on aime bien dire, c'est la théorie en fonction de la répartition, la productivité marginale. Plus tu travailles,
plus tu gagnes plus. Il faudrait sortir de cette conception d'État vache laitière où même si tu ne fais absolument rien, l'État doit effectivement te prendre en charge. Quelque part, il faudrait qu'on fasse en sorte que le prix ou la tarification qu'on puisse demander aux populations de payer, que les agents de train fassent le boulot correctement. Vous avez parlé de l'opinion effectivement publique. Il est important qu'il faut démocratiser cette question-là. Il faudrait rendre la question moins complexe. Il faudrait intéresser justement les populations de ces différentes localités, mais au-delà, toute la population nationale, parce qu'on l'a dit, c'est un enjeu national. Mais également, je vais terminer par cela, il faudrait, si vous voulez, une remise en question même de la culture économique de l'homme politique malien. Aujourd'hui, force est de reconnaître que face à cette crise du secteur du transport, au-delà du ferroviaire mais aussi au routier, on se pose la question effectivement, est-ce qu'ils ont conscience du rôle que peut jouer le secteur du transport dans la dynamique, dans le développement et la pérennité justement d'une croissance économique? Je ne sais pas si vous avez communiqué avant de venir sur le plateau, mais j'ai noté dans l'intervention de Khalid 2 tentatives de diversion sur des sujets sur lesquels vous avez travaillé dans le cadre des 2e numéros des revues. Oui. Certainement parce que vous avez dans les prochains numéros de la revue Leaders et BTP des sujets sur les enjeux économiques de la guerre au Mali et aussi vous évoquez les raisons pour lesquelles les routes coûtent plus cher. Donc on va vous offrir ce privilège de pouvoir faire une petite diversion et conclure l'émission. Bon, je vois que même tout au long de l'émission, on est resté sur une sémantique très militaire. On a parlé de stratégie, on parle de diversion. Effectivement, le numéro que nous avons sur nos 50 points de vente à Bamako, surtout le numéro leader, c'est consacré à l'économie de la guerre. Nous avons une belle interview avec le colonel-major Nema Segara qui nous explique un peu son métier à elle, son métier de militaire d'abord. Et qui, tout au long de cette revue-là, il y a beaucoup d'analyses sur qu'est-ce que c'est que l'économie de la guerre. Merci Kébé. Et voilà qui met fin à cette émission. Nous rappelons effectivement que nous sommes conscients que la problématique du chemin de fer est une question fondamentale et nous n'avons pas la prétention d'apporter ici toutes les réponses dans une émission de 30 minutes, mais nous vous rappelons que nous y avons consacré tout un dossier dans la revue économique Leaders, dont les derniers exemplaires sont encore disponibles dans les points de vente. Aussi, vous avez parlé, Kébé, d'un sujet très important. Pourquoi les routes coûtent plus cher au Mali? Nous y consacrons également une analyse dans notre revue BTP qui est disponible dans les boutiques Shell et les autres points de vente. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Médine.